Je me déconnecte. C'est bon. Donc, Cello, tu as la parole. Donc, bonjour. Allez. On va parler des symphonies. Ok. Du coup, juste pour poser une petite présentation, comme c'est écrit, je suis dev symphonie. Et je fais aussi le plein screen. Hein. Pardon? Ouais. Essaye de mettre le bien à l'écran. Mode présentation. Ok. C'est bon là? Ok. Ouais, du coup, je vais me présenter, je suis développeur Symfony et je fais du digital marketing. Du coup, ça fait 3-4 ans que je fais de Symfony. Et je travaille dans une boîte où on utilise principalement Symfony. Et je vais essayer de partager avec vous sur le projet Symfony en question. Et pour la petite histoire, on va juste le parcours du projet. Voilà, on a pris à partir de 2019, mais Symfony, je pense, c'est depuis à peu près 2005. Et Symfony a tendance à évoluer très vite, donc du coup, on a des nouvelles versions qui sortent presque chaque année. Là, actuellement, nous sommes à la version 5.3 et je me rends compte que la version 6 va sortir dans les futurs mois. Et pour la petite histoire, nous, on utilise principalement la version 4 et on a un dernier projet sur lequel on a fait sur la version 5. Du coup, l'écart entre les versions ne varie pas trop, c'est juste des petites améliorations. Et principalement, ils essayent de rendre l'application, le framework moins lourd en enlevant certains fichiers ou certains éléments du parcours. Alors, pourquoi Symfony? Vu qu'on a des devs, Laravel et tout, je me dis c'est la question principale. Pourquoi Symfony? Déjà, s'il faut répondre aux personnes qui n'utilisent pas le framework, déjà, je dirais que parce que c'est un framework et ceux qui utilisent le framework savent combien de fois c'est pénible de travailler sans framework. Si tu utilises le framework, en fait, tu vas le sentir. Mais ceux qui n'utilisent pas se disent encore, non, ils sont dans leur monde et c'est comme ça qu'ils sont habitués à faire. Donc déjà, c'est parce que c'est un framework et du coup, avec un framework, on gagne en temps, on gagne en robustesse, on gagne en sécurité et tout ce qui s'ensuit. Deuxième point, du coup, j'ai mis la sécurité. Et, voilà, sans framework, si tu veux faire du PHP, il faudrait que tu prévois les failles XSS, il faudrait que tu prévois les attaques SQL, ainsi de suite. Alors qu'avec Symfony, tout est déjà géré. Il y a aussi l'aspect communautaire qui joue. C'est-à-dire qu'on a une doc et au-delà de la doc, on a une communauté qui partage beaucoup. Et tu peux facilement trouver les réponses à tes questions sur Stack Overflow, sécurité, ainsi de suite. Donc, c'est difficile d'être sur un bug que tu n'arrives pas à corriger. Tant que tu as Google, tu t'en sortiras. C'est l'un des avantages aussi des outils qui sont sur les frameworks communautaires. Et en quatrième lieu, j'ai mis gain de temps. On le ressent tout de suite lorsqu'on crée une application, et principalement Symfony, vu que je n'ai pas travaillé sur le framework back-end. Et s'il faut prendre un exemple, je dirais si tu codes en dur pour par exemple gérer les utilisateurs, il va falloir développer cette interface de gestion des utilisateurs. Alors qu'avec Symfony, c'est en une ligne de commande. Et tu as déjà toute la gestion des utilisateurs de ton application. Et du coup, ça te fait gagner du temps sur
plusieurs aspects comme ça. On va voir plus tard le système de bundle où chaque élément que tu veux faire, c'en est une ligne de commande que tu saisis et tu as l'élément qui est là. Au lieu de tout le temps refaire ce qui a déjà été fait par d'autres personnes dans le passé. Et le dernier point, j'ai mis la rareté. Ça, c'est valable pour tout ce qui utilise des frameworks. Et là, je voulais plus parler du marché du travail. Les développeurs PHP, il y en a plutôt. Mais des développeurs qui utilisent des frameworks et qui sont calés dans un framework précis sont rares. Mais du coup, tout ce qui est rare a tendance à valoir plus. Et c'est un peu ça l'avantage aussi que moi j'ai eu avec Symfony. Aujourd'hui, on sait que le framework le plus utilisé en PHP, c'est pas Symfony. Si on va dans le monde, si on prend le monde en général, c'est plus, peut-être, ça tend plus vers du Laravel. Et vu que nous, en France, c'est que Symfony, c'est français. Du coup, les développeurs Symfony, par exemple, sont très recherchés. Il y a des pays aussi où il y a des projets il y a des projets qui sont sur Symfony. Mais du coup, si tu colles sur Symfony, ça fait que tu es recherché et du coup, tu peux très bien négocier en termes de gains. Il y a d'autres avantages, bon, j'ai énuméré ceux-là qui me sont venus en tête. Dans les inconvénients, l'inconvénient principal, c'est l'apprentissage. Le temps d'apprentissage, vu que c'est un framework, il faut comprendre comment ça se passe. Il faut comprendre la structure. Si tu as déjà fait des frameworks avant, c'est plus facile. Mais si tu n'as jamais fait des frameworks avant, ça va te prendre peut-être un peu plus de temps. Moi, personnellement, Symfony, je l'ai appris, pour la petite histoire, je l'ai appris en 2016. Quand j'étais à Libreville, je faisais une formation à Open Classroom. Du coup, dans la formation, il fallait apprendre Symfony. Donc, du coup, j'ai appris ça en ligne. Et ça m'a pris pratiquement 2 mois pour mettre en place un projet où on peut cliquer, où on a les éléments d'une application. Donc, du coup, l'inconvénient, c'est vraiment ça, c'est l'apprentissage. Mais une fois que tu as appris, c'est tout bénéfique pour toi. Alors, juste pour montrer combien de fois le projet est quand même grandiose, on remarque ça avec d'autres projets qui l'utilisent. On a Composer qu'on verra plus tard. On a la Ravel, qui est née à partir des symphonies. On a PrestaShop, qui connaissent le CMS e-commerce français. On a Magento, on a Drupal et le GCPST PHP. Donc, tous ces projets ont pris leur naissance grâce aux parties qu'ils ont tirées de Symfony. Et on a des sites très populaires aussi qui sont faits, qui tournent sur Symfony. Du coup, on a Spotify, on a YouPorn, on a Blablacar, National Geographic, TEDx, Vogue, ainsi de suite. Il y avait aussi Yahoo. Et Yahoo, je pense qu'ils sont en train de faire, de migrer vers Node.js. Mais les anciennes versions de Yahoo, c'était basé sur Symfony. Du coup, le fait d'avoir des grands sites comme ça qui tournent sur Symfony, ça vous donne une certaine garantie sur le framework, sur la fiabilité du framework. Le bundle. Alors, Symfony a un système de bundle. Le bundle, si je devais prendre un exemple, pour expliquer ça, c'est un peu comme si tu construisais une maison préfabriquée. Et du coup, tu commandes la cuisine, tu commandes la salle de bain, tu commandes le salon, ainsi de suite. Et c'est un système qui aide à aller vite dans le développement. Comme je disais précédemment, le bundle de la gestion des utilisateurs faut 6 heures. C'est-à-dire, lorsque j'ai créé mon application, au lieu de me mettre à développer l'interface des utilisateurs, la table, ainsi de tout ce qui va pour la gestion des utilisateurs, j'ai un bundle qui le fait déjà. J'appelle juste le bundle, je l'intègre à mon application. Et je n'ai plus à m'occuper de l'enregistrement, de la connexion, ainsi de suite des utilisateurs. Tout ce que j'aurai peut-être à faire, sera peut-être le personnaliser, et ça, c'est du style, pour qu'il s'intègre harmonieusement à mon application. Et du coup, des bundles, il y en a des tas, il y en a des centaines,
Et c'est principalement développé par la communauté. Et là, j'ai pris ces stats qui montrent les bundles en fonction de leurs utilisateurs. Donc, on a, en premier lieu, on a le bundle de la gestion des utilisateurs, Force User. En deuxième lieu, le Force REST Bundle. Ça, je pense que c'est les API, la gestion des API. Sachant que je n'ai pas utilisé tout, mais il y a quelques-uns que je connais. Sonata Admin Bundle, ça c'est pour la gestion des interfaces admin d'une application. Et on a le HWI Off Bundle. Ben, ça c'est pour la connexion avec les outils si tu ne veux pas te connecter via Google, via Facebook, via Instagram, ainsi de suite, où tu veux interconnecter deux applications. Vite Upload Bundle, ça c'est pour le téléchargement des documents. Donc, tu as tous ces bundles qui vont faire, au lieu de développer, par exemple, ton propre outil de téléchargement de fichiers ou d'images, tu auras juste une ligne de commande à faire et l'outil s'intègre directement. Et là, on réalise tout de suite qu'on peut faire une application en 2 jours avec un tel système. Et pour installer ces bundles, l'outil principal qui permet de faire ça, c'est Composer. Je vais lire ce calcul-là. Composer est un outil de gestion des dépendances en PHP. Il vous permet de déclarer une bibliothèque de dépendances dont votre projet a besoin et il les installera dans votre projet pour vous. Composer, je ne sais pas s'il est utilisé sur le framework PHP, je pense, mais il est très utile sur Symfony en tout cas pour la gestion des dépendances. Alors, l'architecture de Symfony, Symfony est basée déjà sur une architecture MVC, un peu comme la plupart des applications modernes orientées objet. Et cette structure-là, voilà, qu'on est presque tous. On a le client qui fait une demande. C'est sur Symfony, voici comment ça se passe. Le client fait une demande sur son navigateur. On a le contrôleur qui vérifie en fait la route de la demande et qui nous renvoie vers un modèle. Le modèle, c'est des classes, des entités. Ça peut se représenter comme étant une table dans une base de données. Du coup, c'est que pour telle demande, il faut que j'aille chercher les informations dans quelle table, en gros. Et du coup, c'est le modèle qui cherche ça sur Symfony. Et il renvoie la table et le contrôleur peut refaire une action dessus en allant chercher une requête. Et tout ça se passe déjà dans cette partie. Requête, c'est géré dans le repository qui n'est pas représenté là. En tout cas, il renvoie la réponse au contrôleur. Et à partir de là, le contrôleur envoie les éléments nécessaires à la vue et la vue va réafficher à l'utilisateur. Donc, cette architecture MVC, on a sur plusieurs technos et sur Symfony, les éléments qui sont utilisés, c'est les contrôleurs, les entités, les repositories et les vues. On verra ça un peu plus en dessous. Voici la structure des dossiers sur Symfony. On a le projet qui s'appelle par exemple Petites annonces. On a bin où on a les commandes. Mais les commandes, c'est les commandes qu'on va saisir sur le terminal pour faire certaines actions. C'est dans les fichiers, dans le répertoire bin. On a la config où on a la config générale du projet. On a public. Public, c'est les éléments qui sont ouverts au public, tels que les images qu'on va uploader, les documents qu'on va uploader, ainsi de suite. SRC, c'est là où on a le gros du projet. À l'intérieur, on a les contrôleurs, on a les entités, on a à peu près tous les éléments du projet. Et c'est vraiment là où il y a le code source du projet. Et template, principalement, c'est les vues. Du coup, on en parlait tout à l'heure, Symfony, on utilise Twig comme moteur des templates. On a test, les tests unitaires. On a translation pour la traduction si le projet est en plusieurs langues. On a VAR. VAR, c'est un dossier pour la gestion
des caches, des trucs comme ça. Et vendor, c'est là où il y aura, c'est là où on trouve toutes les librairies ou les bundles, pour utiliser le terme Symfony. On retrouve tous les bundles qui ont été téléchargés. Dans le bundle dont on parlait tout à l'heure, First User Bundle, ainsi de suite. C'est ici que ça vient se placer, de ces vendeurs. On parlait tout à l'heure des contrôleurs. Et voici, je voulais donner un exemple d'un contrôleur. Mais du coup, au début, on a notre namespace où se situe le contrôleur. Et ensuite, on a des classes. On déclare les classes qu'on va utiliser. Par exemple, abstract controller qui contient une autre méthode que l'on va appeler dans notre contrôleur. Du coup, on le déclare. On déclare la classe qui s'appelle, on va l'appeler un index controller qui est dans, du coup, abstract controller où on va exploiter d'autres méthodes. Pour préciser, là c'est du Symfony 5, c'est la structure du Symfony 5 et en fait je précise parce que ça change en fonction de la version. Sur la version 3, on ne déclarait pas les routes en haut des méthodes. Du coup avec la version 5, on déclare la route. Et là on a juste la route du projet, non la route de la page, là c'est la page index. On précise et en fait, ici, ça dit si une personne est sur cette page index, voici la méthode du contrôleur que tu vas appliquer. Et ici, on déclare une méthode public function index. Et la méthode ici dit simplement de retourner une vue. Donc, si une personne arrive sur la page index, en fait, tu retournes simplement la vue index.html.tube. Et on peut envoyer des paramètres. Du coup, dans cette vue, on envoie tel paramètre contre le nom du contrôleur. Et le nom du contrôleur, c'est index contrôleur. Du coup, là, arrivé sur la vue, on va configurer, on va structurer notre vue comme telle qu'on veut qu'elle se présente et on va récupérer les variables qui ont été envoyées à la vue, par exemple contrôleur name, si on veut s'en servir sur la vue. Du coup, c'est simple, la conception des contrôleurs, tu as juste à déclarer la classe contrôleur, tu as la méthode, la route et la méthode. Et chaque fois, c'est la même chose. Ce que tu peux avoir en plus, c'est l'entité pour la gestion des tables. Du coup, s'il fallait qu'on récupère quelque chose dans la table, on aurait aussi appelé l'entité. Et les résultats, on aurait eu l'entité, on aurait passé à la vue après, pour que la vue puisse s'afficher. Voici pour la petite présentation du système des contrôleurs. La vue dont je parle, le twig, voici un exemple aussi. Je vais passer très vite sur chaque ligne. Externe, donc du coup, on est dans une vue plus globale qui va par exemple contenir le header et le footer de l'application. Là, on est par exemple sur une vue qui concerne juste le corps de l'application. Alors, ici, on déclare le titre, on déclare telle partie c'est le titre, on déclare telle partie c'est le body. On peut mettre du style à l'intérieur, même si c'est pas recommandé. On peut mettre du style. Alors, on met nos divs, hein, c'est vraiment du HTML. On a des divs, des HTML et tout. Mais sauf que, au lieu d'utiliser du PHP comme on le faisait avant, au lieu d'ouvrir les balises PHP pour afficher les variables, on va ouvrir des balises twig, donc les accolades. Et quand on ouvre les accolades, on met la variable, on met une variable à l'intérieur. Du coup, là, la variable, c'est celle qu'on avait passée précédemment, contrôleur name, il va afficher le nom du contrôleur. Du coup, pourquoi pas utiliser simplement du PHP? Parce que le PHP de base, c'est un langage back, même s'il faisait de la vue aussi. Et c'est même quand je faisais du PHP simple, je me rappelle, on disait c'est pas très recommandé de trop mélanger le PHP et le HTML. C'est pourquoi Twig a été créé pour pallier à ce problème-là. Et du coup, avec Twig, on n'a vraiment pas l'impression qu'on est en train de faire l'affichage des variables. Ça s'incorpore, en tout cas, moi, je trouve très bien avec le HTML.
Du coup, en gros, c'est ça, Twig. C'est juste des fichiers qui sont à la base des fichiers HTML et on ajoute l'extension.twig à la fin qui nous permet, après, dans ce fichier-là, d'afficher des variables ou de faire même certaines conditions. Ça peut aller très loin. Mais généralement, on recommande de faire tout ce qui est la logique, tout ce qui vient de la logique de la programmation, de le faire dans les contrôleurs et Twig juste afficher. Et ça arrive très souvent d'aussi faire des boucles, des conditions dans une feuille Twig. Je passe aux entités. Aux entités, comme je disais, puis imager ça, on peut dire c'est des tables. Mais du coup, à la base, c'est une classe. On crée une classe, par exemple ici, une classe advert, où on déclare des variables la date, le titre, l'auteur, le contenu. Et on peut constater ici, on a à chaque fois name, et ces names-là, en fait, les noms qui vont apparaître sur la table. Donc, du coup, on aura dans une table advert, on aura date, titre, auteur, contenu. Mais on le gère avec l'entité parce que ce sera plus facile. Puisque, je ne sais pas si j'ai précisé, c'est la doctrine. Je vais réaliser la doctrine, tous les outils dont vous avez besoin pour utiliser la base de données dans vos applications grâce à la doctrine, ensemble de bibliothèques PHP pour travailler avec les bases de données. Voilà, donc du coup, parce qu'on va vouloir faire nos actions, par exemple dans le contrôleur, ainsi de suite, avec doctrine. Du coup, doctrine facilite tellement la gestion des bases de données qu'au lieu d'utiliser du SQL simple, on va en fait utiliser si je peux appeler ça comme ça, la base de données objet. C'est pour qu'on déclare une classe, on déclare chaque fois les classes pour gérer les tables. Ça nous permet en fait après de faire des requêtes plus facilement. J'essaie vraiment d'expliquer ça avec mes mots comme je l'entends. En fait, voilà. C'est tout pour la présentation du slide. Je vais peut-être aller sur l'application. Une application que j'ai bien installée là, Symfony vite fait, juste pour vous présenter aussi en clair. Et peut-être avant ça, est-ce que vous avez des zones d'ombre, des questions sur la petite présentation? Moi, j'ai une question. Ouais. Concernant est-ce que les annotations là qui sont en haut sont utilisées, sont compris en fait dans le contrôleur? Parce que par exemple, en Java, ça c'est la documentation. C'est comme ça qu'on écrit la documentation d'une fonction. Parce que quand je t'ai écouté parler de comment faire déjà le routage, c'est comme si l'écriture qui est dans les commentaires là dépend du code en fait. L'écriture qui est dans le commentaire dépend du code. Ouais, en fait, cette annotation, c'est utilisé si tu veux t'en servir comme documentation ou comme commentaire, en fait, si tu veux, il faut enlever l'arrobase. Et du coup, à partir de là, ça devient comme commentaire et tu peux t'en servir comme une documentation au sein de l'application. Mais l'arrobase, en fait, lorsque tu appliques l'arrobase, ça veut dire que c'est utilisé. Et c'est pour cela qu'on a appelé ce fichier-là Symfony Complement Routing Annotation Route. Du coup, Symfony gère les routes avec des annotations. D'accord. Donc, il met ça dans les commentaires. Ouais, c'est ça. Bon, quand c'est comme ça, du coup, la différence, c'est vraiment l'arrobase. Sans arrobase, ça devient juste un simple commentaire. Mais quand tu appliques l'arrobase devant, il le détecte comme étant une route ou une application à utiliser dans l'application. Ok. Donc, ok. Maintenant, il n'y a pas, on peut pas, on va dire quoi, externaliser l'écriture de cette route-là dans un autre fichier. Ouais, c'était fait jusqu'aux versions de Symfony 3. Et même là, on peut toujours le faire. Mais moi, j'avoue, quand je le faisais avec Symfony 3, par exemple, où les routes étaient dans un fichier à part, je trouve que c'était plus fastidieux que de le mettre directement au haut du contrôleur. Ok. Ouais.
Mais même aujourd'hui, tu peux encore le faire. Mais vu que moi, ça m'arrange et que la plupart des temps, la plupart des personnes que je contactais font pareil, on le déclare juste en haut du contrôleur. J'ai une question. Ok. Maintenant, par exemple, au niveau de route, en ce qui concerne le middleware, comment on le met? Le middleware, tu peux juste recycler le mot middleware. Juste recycler un peu le mot middleware. En fait, par exemple, sur Laravel, quand tu veux, par exemple, que des routes ne soient accessibles que par des personnes connectées, tu vois? Tu vas utiliser un middleware sur une route bien précise qui est en fait un groupe de routes. Et à l'intérieur de c'est en fait une fonction anonyme. Et à l'intérieur de cette fonction anonyme, tu vas mettre toutes les routes là qui seront soumises au middleware de la fonction qui représente le groupe en fait. Et dans cette fonction qui représente le groupe de routes en question, on peut mettre un middleware qui dit que ne peut accéder à toutes ces routes qui sont à l'intérieur que ceux-là qui sont connectés. Par exemple, mettre on va dire ça comment, des espèces de barrières, quoi. Comment on fait ça avec cette méthode-là? Ouais. OK. Avec cette méthode-là, bah, soit tu as des possibilités. Soit tu déclares les routes principales, genre /admin. Tu déclares une route /admin, il ne sera accessible que aux utilisateurs admin. Soit tu déclares ces routes principales dans un fichier, route à part, comme Marie qui venait de dire, comme la possibilité de les déclarer dans un fichier à part. Et ce qui fait que toutes les personnes qui vont vouloir arriver je vais voir si je peux ouvrir. Bon, peut-être quand tu vas faire la présentation, on va voir, je sais pas. Ouais. Okay. Ouais. Je passe sur la présentation de l'interface, ce sera plus facile à expliquer en le montrant. Alors. Partage. Donc, vous voyez l'éditeur là? Oui, je vois. Ok. Mais du coup, ça, c'est un projet que je viens de récupérer vite fait sur GitHub. En fait, parce que j'ai démarré un nouveau projet, sauf qu'il n'y avait pas de fichiers. Donc, du coup, il fallait que j'écrive des fichiers. Comme il n'y a pas de temps, je récupère un projet sur GitHub vite fait, histoire de juste présenter. Alors, je vais voir si sur le projet, s'il y a ce dont on vient de parler. Non. Ok. Du coup, j'ai vu. Voilà. Comme je disais, tu as deux choix. Bon, partons du premier choix où tu as déclaré la route directement en haut de la méthode du contrôleur. Donc, tu as cette route-là. Par exemple, commentaire, le post, une personne qui veut accéder à cette route-là. Comment faire pour dire que cette personne doit être une personne connectée? En fait, tu as cette annotation que tu poses devant is granted. Du coup, cette annotation vérifie sur le rôle, parce que chaque personne qui arrive sur le site, ils ont soit un rôle user qui est un utilisateur lambda, soit tu peux définir un rôle connecté, tu peux définir un rôle admin. Et comme chaque utilisateur, chaque personne qui arrive, ils ont soit un rôle visiteur, soit admin, ainsi de suite. Tu peux les identifier. Ce qui fait que dans le routage, tu peux définir que telle route est accessible rien qu'aux personnes qui ont le rôle, par exemple, authentifié ici, ou qui ont le rôle admin.
Donc, c'est cette annotation qui fait la vérification. Et la deuxième méthode, c'est juste, voilà, soit tu peux le faire aussi dans un fichier à part. Et du coup, dans le fichier à part, au lieu de préciser pour chaque route, tu peux préciser pour un ensemble de routes. Et toutes les routes qui vont provenir, qui vont suivre, qui seront dans le chemin commun, ils devront avoir ce rôle-là. Donc, tu le déclares qu'une fois. Et ce qui fait que dans la méthode du contrôleur, tu auras juste à préciser le route, la suite de la route, sans pour autant préciser comment, et sans pour autant préciser cette annotation, parce que c'est déjà vérifié dans un fichier à part. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y a une autre question par rapport à la présentation déjà? Je peux revenir à la présentation. Non? Bon, en gros, voici les images qui ont été présentées vite fait dans la présentation. On a l'asset, la gestion des styles, le bin, on en a parlé, config, data, et puis la gestion des fichiers aussi, si on veut qu'ils soient privés, migration, public, SRC, template, test, translation, vendor, ainsi de suite. Du coup, là, tout à l'heure, on est rentré dans le SRC. Et dans le SRC, sur le PPT, c'était pas bien présenté. Dans le SRC, on retrouve les contrôleurs, on retrouve les commandes. Les commandes, c'est des commandes qu'on écrit et qu'on peut après saisir dans un terminal. On verra ça tout à l'heure. On a le contrôleur, on a les data fixtures pour remplir notre base de données quand elle est vide, pour démarrer le projet. On a les entités. Je vais par exemple ouvrir une entité, comme on l'a dit tout à l'heure. Du coup, c'est cette classe-là. Elle s'appelle comment. Du coup, si je ouvre ma base de données, on verra qu'on aura la table comment avec tous ces éléments. On a les events. Et les events subscribers. Mais du coup, c'est la gestion des événements. Par exemple, si on veut, je ne sais pas si ça existe forcément dans le langage de programmation, on peut faire un événement pour vérifier que si tel formulaire est rempli, effectue telle autre action à côté. C'est un peu, en gros, c'est un peu comme ça pour schématiser le système des événements. On a le form qui gère les formulaires. On a la pagination. Bon, ça, c'est venu avec un bundle. Parce que quand j'ai fait un composeur, du coup, mais de base, on n'a pas ce répertoire pagination. Du coup, c'est la bundle qui gère la pagination. On a un repository. Repository, c'est un peu la gestion des entités. Du coup, on peut dire, je vais ouvrir des requêtes. Des requêtes avec doctrine. Juste pour un exemple, post repository. Du coup, c'est une classe. Et dans la classe, on a une méthode find la test paginator. OK, et du coup, c'est à l'intérieur qu'on met, on a la méthode et à l'intérieur, on crée notre requête. Et pour la petite histoire, doctrine, on utilise les query builder. En gros, on peut faire du SQL, c'est soit tu fais du SQL, soit du query builder. Là, ils font les query builder parce que c'est plus facile que le SQL. Avec le SQL, on fait la même chose. Et sauf que dans la parenthèse, on fait select, from, telle table, where, ainsi de suite. Et du coup, ça, on a notre requête, ce qui fait que cette méthode-là, on peut l'appeler depuis un contrôleur et ça pour récupérer le résultat de cette requête-là. Donc, du coup, la gestion de requêtes, je suis dans un répertoire à part qu'on appelle le repository où on fait toutes nos requêtes. Security, il ne vient pas de base. Du coup, c'est un bundle qui doit avoir implémenté. Puis, du coup, non. Twig aussi, c'est un bundle parce que du coup, la Twig est gérée dans le template. Du coup, comme je disais tout à l'heure, le bundle, comment quand tu le prends, quand tu les déclares, ils viennent dans ce répertoire-là, vendor, mais également, ils peuvent créer d'autres répertoires ou d'autres fichiers dans SRC en fonction de l'utilité du bundle. Voici en gros l'architecture d'un projet Symfony.
Et ce projet-là, je l'ai exécuté. Alors, je vais repartager mon écran. Il est où? Firefox. C'est là. Voilà. Du coup, j'ai lancé le projet. Le projet que je l'ai présenté, que je récupère sur GitHub. Le style n'est pas arrivé. J'ai fait un composer à 7 styles. C'est pas passé, mais comme j'ai pas le temps, j'ai pas eu le temps de afficher le style. Mais le plus important, c'est le projet, il est là. C'est un truc simple, hein. Je pense que c'est juste aussi un projet de démo comme c'est écrit Symfony Démo Application. Ils n'ont rien fait de plus. Pourquoi il met du temps? Voilà. Ils arrivent. Apparemment, c'est un blog. Bon, ça fait mal aux yeux de regarder sans le style. J'avoue. Apparemment, c'est un blog. Là, je vais voir si je peux me déconnecter. La déconnexion. Ouais. Du coup, tu arrives sur la partie connexion, tu te connectes. Le gars, il a mis les identifiants là. Hop. Les gars qui font du JS m'en veulent. Les gars qui font en tout cas du style. Il doit être fâché là-bas. Ouais. Bon, du coup, là, apparemment, il y a un petit bug, une erreur de chemin. Bon, on va pas résoudre les erreurs maintenant. Donc là, c'est une erreur de chemin. Et quand tu te connectes, tu es censé arriver là et tu as le bloc. Et du coup, tu peux avoir aussi. Attendez, je vais partager tout l'écran parce que chaque fois partager les fichiers, ça me dérange. Je partage tout l'écran comme ça. Je peux changer l'élément affiché facilement. Je partage tout mon écran. Voilà. Est-ce que là, vous voyez le Firefox? Ouais. Ok. Du coup, ce qui est bien avec Symfony, c'est que la plupart des actions se passent dans le terminal. Et c'est plus facile de gérer certaines choses directement via le terminal. Du coup, si je tape le ls sur le terminal, je suis dans mon répertoire web. Et là, je suis dans le projet démo. On peut voir ici, je suis dans démo. Et c'est ici, en fait, que j'avais tout fait. Quand j'ai créé le projet, attendez, je vais remonter. Ouf, ça va faire mal aux yeux aussi. Bon. Lorsque j'ai récupéré le projet sur GitHub, je l'ai appelé démo. Je suis rentré dans le projet. J'ai fait un composeur. Le fameux composeur dont on parlait. Déjà, quand tu lances un nouveau projet, bah, attendez, qu'est-ce qui m'empêche de recommencer ça? Je vais refaire. Comme ça, ce sera plus clair. Je reclone nos projets sur GitHub, par exemple. Ah, il existe déjà. Attendez, je renomme l'ancien. Je fais juste une petite démo vite fait. Pour renommer, c'est MV démo
Démo 1. OK. Du coup, je retourne au projet suivi 2. Voilà. Là, il m'a récupéré le projet suivi 2 qu'il a appelé démo. Je vais à l'intérieur, c'est des démos. Je fais un ls, je vois, on a la structure qu'on venait de voir, c'est SRC, tous les éléments. Et à l'intérieur, le premier réflexe que je fais, c'est composer install. Parce que du coup, dans le projet, le gars qui l'a mis sur GitHub, il avait utilisé les dépendances, parmi les dépendances, dont la gestion des utilisateurs. Du coup, j'ai besoin de récupérer toutes les dépendances qu'il avait déclarées. Pour info, ça se déclare dans un fichier JSON. Package JSON. Voilà. C'est ici, en fait, qu'on déclare toutes les dépendances qu'on va utiliser. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire composer. Install. Et il va aller chercher toutes ces bundles-là. Il va nous l'installer. C'est ça la magie des composeurs, en fait. Juste une question, est-ce que sur Laravel, vous utilisez Composer de nous? Oui, on utilise Composer sur Laravel. C'est lui qui nous permet d'installer les dépendances. Voilà, donc tu sais de quoi je suis en train de parler alors. Je ne sais pas si vous aussi, dans vos différentes technologies, vous utilisez Composer. Du coup, là, Composer nous a installé toutes les dépendances et fait un PHP bin console. Le PHP bin console nous montre en fait toutes les commandes qu'on peut exécuter sur notre application. Et on en a plusieurs. On a des commandes qui permettent de gérer le cache, on a des commandes qui permettent de gérer la base de données via Doctrine, des commandes qui permettent de créer soit un contrôleur, une entité ou un utilisateur, ainsi de suite. Il y en a tellement. Mais ici, en fait, vu qu'on vient d'installer un nouveau projet, on a besoin d'une base de données. Mais du coup, la commande dont on aura besoin, ce sera composer, database, create. En principe, il doit y avoir un composer database create. Voilà. Du coup, on fait un PHP bin console doctrine, database create, ça nous crée notre base de données. Et ensuite, on va faire un PHP bin console doctrine database, doctrine schéma update. Et après avoir créé la base de données, il va donc créer toutes les tables. Et ensuite, on va faire un doctrine file pour remplir ces tables-là. Je ne vais pas refaire parce que du coup, il faut que je change certains fichiers. Ça va être long pour la démonstration. Juste pour dire que la conclusion, c'est là où c'est ce qui nous a permis de créer cette base de données. Et les utilisateurs, par défaut, ont été remplis via Fixture. Et voici le rôle dont je t'ai pas déclaré, le rôle qui est attribué à chaque utilisateur. Et on a une table pour les commentaires, une table pour les articles, ainsi de suite. Et avec Trig, on réaffiche ces éléments au navigateur. Alors, je pense avoir fait un tour rapide. Je sais que ce n'est pas rentré en profondeur, mais un tour rapide de l'utilisation des symphonies. Juste une petite histoire avant que je termine ma présentation. Je disais à Romaric, on est sur un projet actuellement. C'est où on est sur un projet actuellement où on fait un outil de gestion de webinaires, mais appliqué au secteur médical, comme je travaille dans une boîte pharma. Du coup, on a des boîtes, par exemple, comme tu disais, Pfizer, s'ils devaient faire un webinaire, ils vont peut-être pas utiliser cet outil que nous on utilise, ou Zoom. Ils auront besoin d'un outil spécifique au monde de la santé. S'ils devaient faire un webinaire avec les docteurs, les infirmiers, ainsi de suite. Donc, c'est un peu le projet sur lequel on travaille. Mais sauf que ce genre d'outil, c'est compliqué parce que d'un côté, tu as la partie gestion de
tu as la gestion de, comment appeler ça? La gestion de la webcam, gestion, tu as tellement d'éléments qu'il faut à développer, sauf que PHP ne permet pas, ou peut-être moi je ne connais pas, de développer, un appel vidéo comme on le fait là. Ou s'il le fait, ça va être fastidieux parce que je sais que même la gestion des images avec PHP, c'est compliqué. Du coup, comme Symfony, c'est du PHP, on ne peut pas facilement le faire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un outil open source qui s'appelle BlueButton, qui en gros, c'est comme Meeting, c'est comme Zoom, mais open source, avec des API. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ça, on a implémenté grâce aux API qu'ils ont mis leur code sous Subia, on a implémenté un autre projet. Et sur notre projet, nous, on se focus sur la gestion de l'événement, des utilisateurs, ainsi de suite. Et on interagit avec cet outil-là. Et ça, on a pu le faire vu qu'avec aussi, grâce à Composer, on a déployé cette interface-là. Et nous, on gère justement la partie démarrer la réunion, arrêter la réunion, mettre tel utilisateur en silencieux, ainsi de suite. Mais le gros du projet, c'est vraiment cet outil BlueButton. Et ça a été facilité avec Symfony parce qu'avec Symfony, on peut facilement interagir les API des applications. Du coup, si c'était un projet qu'on avait fait en dur, ça aurait été plus compliqué. Et sur le projet, on a eu des prestats. À un moment donné, on a eu des prestats iraniens qui ont travaillé. C'est eux qui ont commencé à travailler dessus. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas utilisé l'API officielle. Ils ont utilisé Symfony, mais à l'intérieur de Symfony, ils ont commencé à mettre du code PHP en dur pour interagir avec l'outil. Et ça nous a posé problème parce qu'à un moment donné, si l'outil BlueButton, vu qu'il y a une communauté dessus et que ça continue d'évoluer, si c'est mis à jour vers une version, disons, je dis n'importe quoi, par exemple 3.5, et donc il y a des éléments dedans qui ont changé, ça va être difficile pour nous. Notre application va bugger parce qu'on ne va pas suivre. Alors qu'avec l'API officielle, ça nous permet de toujours mettre à jour notre application. Et c'est pourquoi on a arrêté le projet avec les Iraniens. Du coup, on a voulu continuer nous-mêmes en utilisant l'API officielle. Donc, cet outil-là me fait penser au projet sur lequel on est en train de travailler. Et c'est fait via Symfony avec les API de BlueButton. Voilà. J'ai fini ma présentation. Si vous avez des questions ou on peut interagir sur le sujet. Alors, je vous ai perdu. C'est ça. Symfony. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez de Symfony? Comment ça vous paraît en fonction de votre expérience sur le développement de projet? Attends. Mais toi, par exemple, par rapport à la Ravel, avec cette petite présentation rapide, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est toujours compliqué, c'est toujours plus lourd, ou ça va? Bon, déjà, quand même, comparé à la Ravel, l'avantage avec Symfony, c'est le système de bundle là, que j'ai remarqué, qui permet d'installer, on va dire, comme des espèces de packages à l'emploi, quoi. C'est ça. Voilà. C'est vrai qu'avec la Ravel, on peut faire ça, mais c'est pas aussi... Bon, peut-être tu ne connais pas, mais la façon dont on développe sur la Ravel, c'est pas aussi séparé que comme je l'ai vu sur Symfony avec ces systèmes de bundle là. Donc, tout est regroupé dans un dossier avec tous les éléments liés à ce bundle en question. Mais en ce qui concerne la gestion des routes, les affaires d'annotation là, je ne sais pas trop. Je suis habitué à comment on appelle ça? Déclarer les routes dans un fichier. Et voilà, chacun a sa responsabilité, quoi. Ouais. Mais comme je disais sur Symfony, tu peux toujours le faire. Mais bon, je trouve que ça va plus vite quand tu le déclares directement, même si c'est toujours faisable. Mais je suis d'accord avec toi. Ça, maintenant, c'est une question d'habitude de tout un chacun.
Ouais. Mais je sais qu'en Laravel, il y a un système qu'on appelle ressources. C'est-à-dire, au lieu de créer des routes, tu crées une ressource. Et cette ressource-là, en lui-même, il y a des routes. Mais en fait, toi, tu ne crées pas de route de manière directe, quoi. Tu crées une ressource et cette ressource contient des routes. Je pense que c'est configurable, hein, mais quand tu regardes dans le fichier des routes, il n'y a qu'une seule route, en fait. Il n'y a pas 4 routes ou 5 routes. Il n'y a qu'une seule route dans laquelle il y a, en fait, toutes les fonctions du contrôleur en question. Par exemple, user resource, tu vas avoir toutes les routes liées au contrôleur user, quoi. Ok. Et la ressource en question, c'est un XML? Non, c'est pas un XML. C'est en quoi? Ah, c'est du PHP, c'est toujours du PHP. Maintenant, il faut regarder dans les fichiers que Laravel crée, en fait, quand tu crées une ressource. Ah, même XML, on n'utilise pas vraiment même ça là-bas. Hein. Parce que sur Symfony, tu peux tu peux faire des fichiers ressources comme ça pour déclarer les routes. Mais tu as le choix, on peut faire en XML, en PHP ou en YAML. Ouais. Symfony laisse le choix sur la conception de routes. Voilà, c'est ce que je disais. Tu vois, tu peux créer des fichiers pour les ressources. Tu peux soit déclarer ça en XML, comme ça, ou en YAML. Du coup, en YAML, c'est quand tu crées un fichier à part, spécifique au route, ou en PHP, quand tu veux le faire directement dans le contrôleur. Ah, d'accord. Je n'ai pas de questions. Ils sont sûrs. Est-ce que vous êtes là, les gars? Yves Legrand, Omaric. Je suis là, je te suis. Mais tu parles bien. C'est super. Il peut pas rester sur des JS. Django, donne-moi le mot de tête. Non, mais c'est pas fou, hein. Mais ce qui est bien, c'est parce que nous sommes compatibles, vous et nous. Les JS, c'est et PHP. Ouais. Et Symfony, il y a beaucoup de développeurs maintenant, ils ont plus tendance à utiliser Symfony avec Angular. Ouais, ça se fait de plus en plus. La combinaison Symfony-Angular. Parce qu'à un moment donné, tout le temps recharger une page pour, alors que ce n'est pas utile. Ils ont dit non, autant installer Angular, Symfony avec Angular, comme ça, certains éléments on gère avec Angular et certains éléments on gère avec Symfony. Je n'ai jamais essayé, mais je trouve que c'est un bon système. Ben moi, par exemple, si je veux faire des interactions rapides sur l'interface, j'utilise Ajax. Ben, basiquement, on peut dire les mecs d'Angular, VJS. Ça va être plus facile pour eux. Ah, ok. Mais il faut peut-être essayer de voir, il y a... Bon, j'ai oublié le nom sur Symfony, mais sur Laravel, il y a un truc qu'on appelle Livewire, qui nous empêche un peu d'écrire du JS. Mais la façon dont l'utilisateur va interagir avec l'application, c'est un peu comme des JS, quoi. C'est comme si tu avais écrit du React, ou bien la façon dont l'utilisateur va réagir. Il n'y a pas forcément un rechargement de la page, ou bien, voilà. Je crois qu'il y a un outil comme ça. Si ça s'appelle Turbo ou quoi sur Symfony. Je ne sais plus comment on appelle ça. En tout cas, les teachers de net, ils ont fait une Symfony. Ils ont fait une vidéo sur ça. En tout cas, une formation sur ça. Ok. Ah, je ne connaissais pas. Bon, peut-être que je connais, mais je ne vois pas tout de suite. Bon, en plus aussi, c'est récent quand même. En tout cas, les Français sont en train de pousser Symfony, va possible, cocorico. Le seul défaut avec, j'ai envie de dire, je trouve l'un des défauts avec Symfony, c'est parce que ceci, c'est français. C'est-à-dire, lorsque le projet a démarré, tout de suite, ils ont voulu en faire une affaire française. Et la preuve, c'est que Laravel,
qui vient des symphonies. C'est tout de suite internationalisé. Et voilà, tu vois, aux États-Unis, ils utilisent Laravel. Et si on va les stades, les symphonies, ils utilisent en France. C'est vrai qu'ils font beaucoup de meet-up. Chaque année, ils font beaucoup de conférences dans plusieurs pays, le Portugal, le Maroc, ainsi de suite, où ils écrivent la communauté. Mais vraiment, au départ, ils ont voulu vraiment faire une affaire française et ça, c'est pas très, très bien vendu à l'extérieur. Pourtant, c'est très solide. Mais dis-moi, tu as fait une certification symphonie, si c'est des Sensiolab ou je sais pas quoi là. Ah non, je n'ai pas fait la certif Sensiolab. Non, je n'ai pas fait. Ils se font beaucoup de pognon avec ça. Ouais, mais en même temps, ils ont raison, vu que le projet de symphonie il est gratuit. Du coup, c'est l'un des moyens où il a se faire un peu de l'argent. Ouais. Et pareil avec, par exemple, Laravel, il y a le produit, il est gratuit, mais tout ce qui tourne autour, par exemple, il propose des plateformes d'hébergement, il propose des trucs que tu peux acheter, que tu peux payer pour pouvoir travailler efficacement, quoi. Ouais. En fait, c'est tout ce qui tourne autour qui est souvent bon. Les formations, et même, je pense qu'ils accompagnent aussi pour les grosses boîtes qui utilisent Symfony. Je pense que l'entreprise mère de Symfony les accompagne. Ok. Mr. Romain. Et moi, personnellement, Symfony m'a ouvert les portes. Comme je vous disais, j'avais fait une formation comme ça. Il est parti. J'avais fait une formation. Ouais. Il commence, il a essayé de lancer sur son projet 8.1 là, avec Symfony. Ouais. En fait, ça m'a permis de trouver facilement un stage, de trouver facilement un travail, juste parce que dans mon CV, il y avait ce truc Symfony et que les développeurs Symfony sont rares. Voilà, ça trouve les portes facilement. En tout cas, dans mon expérience, ça m'a beaucoup aidé. Et les gars avec qui on sorti de la loi, en France, les gars avec qui on était dans une classe, si je regarde, je suis l'un de ceux qui ont trouvé facilement en premier le travail. Ben, je pense que c'est grâce à Symfony parce que mon stage, je pense, le travail où je suis, puisqu'en France, il y a un système d'alternance, je sais pas, je pense d'abord, il n'y en a pas. Mais du coup, pour faire une petite question à l'alternance, c'est juste un système où l'entreprise te paye l'école et tu travailles en même temps. Et du coup, vous vous entendez sur le quota d'heures. Toi, tu fais une semaine en entreprise, une semaine à l'école, ou 2 semaines en entreprise, 3 jours à l'école, ainsi de suite. Ah, de continuer tes études et en même temps de travailler. Mais du coup, moi, l'entreprise qui m'a fait ça, et c'est eux qui m'avaient contacté. Ils m'avaient embauché via LinkedIn, parce que du coup, sur mon LinkedIn, j'avais précisé développeur Symfony. Ils m'ont dit, OK. Ils m'ont appelé, je suis arrivé, on a fait l'entretien et tout, ils m'ont pris. Et quand j'ai fini la formation, ils m'ont directement embauché. Ben, du coup, tout ça, c'est à cause, je pense, de Symfony. Parce que même aujourd'hui, il y a déjà quelques temps, papa cherchait des développeurs Symfony parce qu'on avait plusieurs projets, on en trouvait rarement. Et c'est moi qui parlais tout à l'heure, la rareté. C'est vrai qu'en France, là-bas, si tu es développeur PHP, vraiment, lance-toi plutôt sur Symfony, quoi, parce que c'est vraiment ça qu'ils mettent en avant. C'est ça. C'est vraiment Symfony. Mais si le pays, la Ravel ou le framework, mais en France, principalement, c'est Symfony. Si j'arrive en France là-bas, je ne pas d'avoir Symfony avant d'atterrir. Mais bon, nous, tu sais, nous sommes des gars, on s'adapte. Si on va dans une entreprise, on dit ici, on utilise Symfony, bah, on fait Symfony, gars. Oui. En même temps, l'apprentissage, on est tous des devs, on sait comment c'est depuis. Ça fait 3 nuits blanches en une semaine, et voilà. La semaine prochaine, tu arrives, tu sais de quoi on parle. Ah. Moi, quand j'étais enfant, j'étais un coup d'œil sur Symfony. J'avais même commencé à faire une petite tape avec, mais à l'époque, la documentation n'était pas si ouverte que ça. Je pense que je sais pas. En tout cas,
depuis 2005 à 2014. Peut-être dans les 2008, quelque chose comme ça. Voilà. Bah, ça évolue vite. Comme je montre là, les versions qui sortent chaque année, du coup, la doc s'améliore. Alors, l'inconvénient aussi, c'est parce que la doc, c'est en anglais. Et du coup, comme tu disais, Nono, tout à l'heure, vu que c'est français, je pense qu'ils auraient quand même pu mettre une doc en français, ce qui aurait permis aux pays francophones de l'adopter plus facilement. Mais comme ils ont voulu, peut-être ils ont constaté qu'ils ne se vendaient pas très bien dans le monde, c'est pourquoi ils ont mis leur site rien qu'en anglais. Oh. Mais moi, ça m'a un peu choqué. Ils mettent ça en anglais seulement. Ça choque tout le monde, là. Comment ça? Même pas. Moi, je suis nul en anglais, mais je m'en sors avec la doc en question, donc du coup, ça va, c'est pas terrible. Quoi? Tu vas dans un français. Même quelqu'un en français. Au moins français et anglais. Pourtant, quand tu crées une application Symfony, la traduction, c'est tellement facile de traduire une application dans plusieurs langues. C'est tellement bien fait, facile à faire que je ne sais pas pourquoi eux, ils n'ont pas traduit leur site. Ils ont la flemme. Au fait, en parlant de traduction même, ça fonctionne comment? C'est toujours sur un fichier avec des correspondances en fonction des langues. C'est ça. Là, du coup, les langues de cette translation et genre en fonction des langues. Ah, immédiatement toutes les langues du coup comme ça. Non, ça c'est la démo que j'ai pris sur GitHub qui a fait ça. XML. Et XML. ouais. Non, pourquoi c'est un XML? C'est bizarre. Bon, ils ont utilisé en XML, mais en général, on l'utilise en YAML. Et c'est plus facile. Ouais, le YAML. Ravel fait ça en PHP. Ça ne fait pas. Ok, bon, je pense qu'on a quand même fait le tour quand même. Ouais, je pense aussi. Ouais, tu peux conclure qu'on peut rester sur notre Django. Non, mais ce qui est cool, c'est tout ce qui est annotation là. Ça me rappelle Spring Boot. Et l'environnement Java en gros quoi. Ouais, les annotations nous permettent en fait d'auto-générer certains codes derrière. Mais je ne sais pas si c'est le même cas sur Symfony ou bien. Par exemple, la notion de, comme je viens de montrer, pour donner les accès, montrer les accès sur certaines vues. Il mettait une annotation et il disait, voilà, tel utilisateur a ce droit-là, peut regarder cette vue, et ainsi de suite. Contrairement à d'autres frameworks qui vont te faire coder la logique métier. Voilà. Bah, en fait, c'est vrai que ça, c'est un atout des Symfony aussi, des annotations qu'on déclare directement. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que l'annotation pour la vérification des droits ou les routes. On peut faire des annotations même pour les bases de données. Et c'est vrai que comme tu dis, ça facilite tellement. Ça permet d'écrire du code. Hein. C'est ça. Ouais. C'est pourquoi, peut-être parce que je suis à fond dans le monde en question. Et quand tu es dedans, tu te demandes pourquoi les gens disent que Symfony c'est compliqué. Mais je sais pas. C'est vrai que quelqu'un qui n'a même pas fait, qui regarde de loin, il se dit ouais, c'est compliqué. Mais c'est juste la phase d'apprentissage qui est un peu lourd. Mais une fois que tu finis d'apprendre, tu te rends compte que c'est facile parce qu'il y a tellement de choses qui facilitent la tâche. Ah, ça. On te laisse juste de focus sur ton travail de développeur, donc ta logique de développeur, où tu vas affronter des défis et relever. Mais tout ce qui a déjà été fait, disons, genre les utilisateurs, les routes, les trucs, ça ne doit pas être ton souci. Là, c'est juste ce que tu veux faire. Ouais. Donc, maintenant, je ne sais pas si tu as déjà parlé de la partie testing. Comment ça se passe? Vous faites des tests là-bas avant de déployer ou bien? Dans ma boîte, on ne fait pas des tests unitaires. On ne fait pas des tests parce que
notre bureau informatique, on n'est pas encore assez nombreux. On gère beaucoup de projets. Ouais. Du coup, il faut qu'on prenne les gars pour faire des tests. Sauf que ça fait 2 ans que le sujet, voilà. On n'a pas le temps. Voilà. Du coup, on n'a pas le temps de faire des tests pour chaque projet. Et on teste juste en dur. Ah, ok, d'accord. Ouais, parce que là, c'est notre équipe qui doit faire ça. Ouais, on doit prendre en fait des personnes en plus. Ça peut être même nous-mêmes qui le faisons. Mais il faudrait qu'on ait du temps pour le faire. C'est ça. Donc, voilà. C'est mieux de déléguer ça à d'autres personnes. C'est ça. Peut-être dans la conception, peut-être au niveau des fonctionnalités, on peut déjà dire, genre, on peut déjà écrire, genre, des exemples de tests qu'on pourrait avoir et peut-être, je sais pas moi, implémenter ça un peu pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ce sera chaud. Bon, c'est vrai que les tests là, souvent, il y a des tests qui sont simples que tu peux écrire, basiques, mais les tests, quand ça doit prendre en compte la base de données, avec l'upload des fichiers, avec plein de choses, là, ça devient bizarre. Ouais. Mais bon. Ok. Ah, mais Mr. Omaric va nous initier au test. Il n'y a pas de souci, man. Donc, Cello, bon, je pense qu'on va conclure là. Ça fait déjà plus d'1 heure, non? Bien. Si. Ouais, ça fait déjà plus d'1 heure. Donc, déjà, merci pour la disponibilité et merci pour le retour d'expérience sur Symfony. Donc, l'événement a été enregistré. Donc, ce sera disponible pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes là à l'événement. Donc, je remercie aussi les participants. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a d'autres choses à dire avant de conclure, d'arrêter l'enregistrement? Ah, oui. Ouais. Bon, c'est que le dernier mot de Cello, c'est utiliser ces symphonies là. On verra. C'est clair. Ouais. Mais après, c'est des technos qui ne sont pas tels, on va dire quoi, connus par tout le monde. Et c'est vraiment des trucs aussi qui permettent d'aller très vite. Des technos qui permettent d'aller très vite. Et c'est bien de montrer que ce genre de techno existe aussi. Donc, il n'y a pas que Cake PHP, il n'y a pas que Laravel. Tu vois un peu. Sinon, bon, Symfony, juste pour la curiosité, quoi. Je peux prendre un mois, essayer de voir comment ça fonctionne, quels sont les avantages, et peut-être, je sais pas, basculer si c'est plus avantageux.